Bonjour et merci infiniment de nous recevoir chez vous encore en ce jour. Rencontrez sur un nouveau numéro des critères de l'actualité sociopolitique en semaine chez nous au Togo et sur l'état santé. Merci une fois encore de nous accompagner dans ce nouveau numéro. Le Togo est encore appelé aux urnes le 30 juin prochain pour des élections locales, municipales, 30 ans après que ça a été organisé. Et déjà, les états-majors des partis politiques sont en pleine agitation. Il y a un recensement en cours actuellement avec des difficultés des machines qui sont plantées par-ci, par-là, une lenteur dans ce nouveau recensement électoral. On se rappelle que le premier avait été boycotté, un appel lancé par la C14. Aujourd'hui, il y a deux seules parties de la C14 qui appellent donc à se faire recenser, donc à prendre part à ces consultations municipales du 30 juin prochain. Il y a d'autres partis qui ne se retrouvent pas toujours dans ces conditions d'organisation et qui ne veulent pas prendre part à cela. Je reçois un de ces partis-là, le parti des Togolais, et qui n'est pas encore prêt à s'engager dans ces consultations électorales du 30 juin prochain. Je reçois pour vous M. Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais. Monsieur, c'est notre invitation. Merci de m'avoir invité. C'est cela. Alors, on a tellement de choses à nous dire parce qu'il y a longtemps qu'on ne s'est plus retrouvé depuis le mois de mars que vous avez dit votre adieu à la coalition, la C14, et on se retrouve. Et depuis ce temps, vous avez observé un certain silence, moins de sorties médiatiques, sauf la dernière fois que vous avez été devant les confrères de la presse pour faire votre proposition, en tout cas vos points de vue sur la question. Alors dites-nous très rapidement, comment expliquer ce mutisme, ce silence que vous avez observé depuis que vous avez annoncé votre retrait de la C14? Je pense que lorsque le Parti des Togolais a pris la décision de ne plus être membre de la coalition des 14 partis de l'opposition, nous avons fait un communiqué pour expliquer pourquoi nous sommes sortis. Oui. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus lieu de se répandre dans les médias. Il n'y avait plus rien à dire. L'essentiel a été dit et nous avons donné notre avis sur ce qui nous a amené à sortir. Je dois rappeler quand même que le Parti des Togolais a toujours été un parti de construction, de regroupement de l'opposition. Je vous rappellerai que nous avions au départ participé à la mise en place du groupe des 6. Oui. Et après les élections de l'élection présidentielle de 2015, on a mis en place ce groupe-là. Et avant que, après ça, nous avons approché l'autre groupe qui existait, CAP 2015, nous avions commencé à travailler également ensemble. Et par la suite, la coalition a été mise en place. Donc, c'est pour dire que le Parti des Togolais a toujours été dans la dynamique de mutualisation des ressources. Mais, vous savez, quand on est ensemble et qu'on travaille, je pense que il faut que nous ayons de l'efficacité qui nous donne des résultats positifs. C'est cela. Et quand on n'a plus les facteurs de contribution à ces résultats positifs, quand on ne retrouve plus une certaine cohérence dans la démarche, je pense qu'il est beaucoup plus indiqué de se remettre dans son parcours initial. Et alors, quelles sont ces raisons rapidement? On peut en revenir là-dessus? Pas dans le détail forcément. Oui, bon, l'essentiel c'est que nous n'avions plus, comme je le disais, notre repère de cohérence, c'est-à-dire... Vous ne vous retrouvez plus dans... C'est-à-dire que l'enchaînement des décisions, des orientations qui sont prises ne nous paraissait plus en conformité avec nos convictions. Et ça, c'est un point fondamental. Nous avions également quelques difficultés organisationnelles et de fonctionnement. Mais bon, est-ce que vous en faites état de ces dysfonctionnements quand on se retrouve en conférence de présidents, par exemple? Parce que je suppose qu'il y a toujours ces réunions entre vous, leaders, avant peut-être de lancer des appels à la base. Je pense que quand un parti politique décide de sortir de regroupement, et en tout cas pour ce qui nous concerne, ce n'est pas sur un coup de tête. Nous avons toujours œuvré, comme je le disais tout à l'heure, pour que les partis politiques puissent travailler en regroupement. Donc si nous qui sommes adeptes dans le contexte politique togolais, nous qui sommes adeptes du travail en commun, de la mutualisation des ressources, si nous décidons de sortir, c'est après mûre réflexion et après un certain nombre d'actions qui ne nous ont pas permis de faire évoluer la situation. C'est cela. Alors maintenant, plusieurs semaines, quelques mois après, vous pensez que c'était toujours la bonne option, le bon choix que vous avez fait en quittant la C14, ou bien est-ce qu'il y a un regret par-ci, par-là?
Je pense que après 18 mois de fonctionnement, nous n'avons pas réussi à obtenir les points saillants de ce qui avait conduit à la mise en place de cette coalition. Et donc, nous ne devons pas non plus occulter le fait que la coalition a été un instrument formidable de mobilisation. Ça, c'est un succès que la coalition a engrangé en redonnant au peuple togolais une dynamique qui a été largement observée durant les 18 mois. Mais fondamentalement, je pense qu'il était temps de rebattre les cartes pour que une dynamique différente puisse se mettre en place. Et tout cela permettra qu'on puisse bâtir un environnement différent, que j'espère beaucoup plus efficace et qui puisse produire des résultats que les Togolais attendent. Oui, on aurait pu peut-être tirer le son de ces erreurs, de ces manquements et repartir de bonnes bases, parce qu'actuellement, je crois que ce qu'il en reste de la C14 sont en train justement de signer, en tout cas de s'entendre sur un minimum de base pour relancer le processus, en tout cas l'idéal de la stratégie de l'action commune. Bon, j'ai failli dire que peut-être que nous qui sommes partis, c'était nous qui empêchions que des choses puissent se mettre en place, puisqu'il y a une charte qui est signée aujourd'hui par ceux qui sont ensemble, c'est une bonne chose, je les encourage à poursuivre. Et donc, oui, ce que je peux dire pour le Parti des Togolais, c'est que nous avons la conviction que pour que les choses puissent avancer, il faut un minimum d'homogénéité dans la composition des groupes. Il faut une certaine similitude dans la perception et la manière de concevoir la lutte. Et si les choses sont trop, je dirais, disparates et que les gens ont des positions trop divergentes, il devient difficile, en étant peut-être d'accord sur un objectif, il devient difficile de mettre en place les moyens, les parcours à suivre pour atteindre cet objectif-là. Donc je pense qu'une certaine homogénéité, une certaine similitude dans les approches est nécessaire pour que l'union fasse la force. Parce que l'union ne peut pas faire la force si on tire à U et à Dia, il y en a qui tirent à gauche, d'autres qui tirent à droite et qu'on ne va pas dans le même sens. Et l'union devient un point de faiblesse. Et donc il faut redonner aux unions, et je dirais le ciment qui permet de faire en sorte que les gens qui sont ensemble puissent travailler dans la même orientation. Et là, l'union fera véritablement la force. Et ce n'est pas la première fois que les regroupements se font et se défont. Alors finalement, quelle est la racine du mal Le Parti des Togolais, c'est, je dirais, sa première expérience. Et ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et c'est de cette expérience-là que nous voulons tirer des enseignements pour de nouvelles contributions, de nouvelles mutualisations des ressources. Nous devons tirer les enseignements de cette expérience-là. Et je peux vous dire que nous avons eu largement le temps d'analyser le parcours, de regarder les choses qui n'ont pas été comme il se devait. Et si d'aventure nous devions participer de nouveau à un regroupement, à un travail en commun, nous savons où il faut mettre les pieds. Ce qui veut dire qu'il n'est pas exclu, n'est-ce pas, qu'on retrouve un jour le PT avec d'autres formations politiques. Le Parti des Togolais est profondément convaincu que dans le contexte politique togolais, la démarche solitaire n'est pas la plus souhaitable. Ceci dit, je souligne encore que c'est l'homogénéité ou c'est une similitude des approches qui peut contribuer à avoir un résultat probant. Vous savez, il y a beaucoup de partis politiques au Togo et il ne faut pas exclure qu'il puisse y avoir différents regroupements. Au début, avant la coalition, il y avait bien le groupe des 6, il y avait CAP 2015, et puis éventuellement d'autres peuvent se mettre en place. Donc, ce ne sont pas des choses à exclure. L'essentiel, je pense, c'est qu'à un moment donné, on puisse avoir une voie commune, quelle que soit la position que l'on a, on puisse avoir une voie commune. Je vous rappellerai que dans la coalition, il y avait des regroupements.
Bien sûr. qui sont entrés dans la coalition et il y avait des partis individuels qui sont entrés dans la coalition. Donc, ce n'est pas exclu qu'il puisse y avoir collaboration des partis d'opposition, qu'ils soient dans un regroupement ou qu'ils soient à titre individuel. L'essentiel est que des actes communs puissent être réfléchis, puissent être conçus ensemble et qui puissent être exécutés en ayant l'harmonie de la succession d'actions qui seront faites ensemble. Donc, les portes ne doivent pas rester fermées et au Parti des Togolais, nous sommes ouverts, nous échangeons, nous parlons avec tout le monde. Il faut qu'on puisse rebâtir autre chose. Les contacts sont toujours gardés, c'est ça? Mais il n'y a pas de raison de ne pas se parler entre Togolais, que ce soit avec les amis de l'opposition et même avec ceux qui sont au pouvoir. Il faut qu'on se parle pour qu'on se comprenne. Mais tout cela doit se faire avec la volonté de produire des résultats pour les Togolais. Si cette dimension manque, en ce moment-là, on aura toujours des difficultés à avancer. Rencontre échange de vos numéros, Nathaniel Lupio, président du Palais Togolais, est mon invité. C'est avec lui que nous faisons le décryptage de l'actualité de cette fin de semaine sur notre chaîne radio-télévision Delta Santé. Parlons des sujets d'actualité, deux gros sujets. D'abord, cette révision constitutionnelle intervenue la semaine dernière et ce qui est souhaité par les Togolais, on en a parlé les réformes, et la 6e législature a donc fait ce qu'ils ont appelé le coup de maître parce que ce problème a trop longtemps duré. Qu'est-ce que vous en dites? Quelle observation vous en faites au Palais des Togolais? La première chose que je peux indiquer, c'est que l'Assemblée nationale, telle qu'elle est composée aujourd'hui, est très en harmonie avec l'exécutif. Ça veut dire que, pour notre part, au Parti des Togolais, on pouvait s'attendre et on s'attendait à ce que des lois ou une révision constitutionnelle puisse se faire de manière à faire un saut qualitatif. Un saut qualitatif qui réponde aux besoins, aux attentes des Togolais. Ça n'a malheureusement pas été véritablement le cas. Et je prendrai quelques points saillants sur lesquels je voudrais faire un commentaire. C'est d'abord l'article 75. L'article 75 qui procure une forme d'amnistie, voire d'impunité au président de la République. Je pense que... Est-ce que ce n'était pas une façon de les rassurer, comme certains l'ont pensé, que cela lui donnerait une garantie pour un départ à une retraite sans être forcément inquiété? Alors, si c'est ça l'idée, eh bien, l'instrument d'amnistie est un instrument de réconciliation. C'est-à-dire que quand on veut y arriver, on suit un processus. Et les acteurs qui sont concernés doivent être impliqués dans le processus pour qu'il y ait consensus avant d'aboutir à une amnistie. Et quand on fait une amnistie, il faut que toutes les parties concernées puissent en tirer un bénéfice, notamment le peuple togolais. Il faut que le peuple en tire un bénéfice. Aujourd'hui, l'article 75, dans la forme qui est aujourd'hui retenue, est-ce que le peuple togolais en tire un bénéfice? Si vous en trouvez un, eh bien, vous me l'indiquez et je le prendrai en compte. Mais de mon point de vue, la lecture que nous faisons, c'est que cet article n'apporte rien aux Togolais. Donc, c'est un instrument de réconciliation qui a été utilisé de manière précipitée et qui galvaude finalement. C'est un peu la même chose qui s'est passée avec la démarche de commission Vérité et Réconciliation. C'est un très fort instrument de réconciliation également, mais ça a été fait de telle manière qu'au final, ça n'a pas produit les résultats attendus. Donc, je trouve que c'est dangereux même de mettre en place cet article 75 qui permet au chef de l'État d'être à l'abri, quels que soient les impairs, les travers qu'il peut commettre pendant l'exercice de son mandat. Je pense que c'est dangereux. C'est vrai que les tenants de cette crise... Est-ce que c'est lui qui est personnellement visé par cet article? Je ne parle pas de personne, je parle du président de la République, je parle de l'institution. Et les institutions sont toujours incarnées par des individus. Donc je parle de l'institution. Il ne faut pas que cette institution soit perçue par ceux qui l'incarnent comme un blanc-seing. Faites tout ce que vous voulez, mais commettez même un génocide, vous ne rendrez pas compte. C'est vrai que les tenants, les défenseurs de cet article
soulève par ailleurs qu'il y a l'article 127 qui parle de juridiction de la haute cour qui puisse s'occuper de cas relevant du président de la République. Mais alors, pourquoi cette dichotomie visible? Et quel est le jeu que les constitutionnalistes ou alors que les législateurs ont voulu faire? Et comment ont-ils cherché à noyer un article dans l'autre ou à neutraliser un article par un autre et qui créerait beaucoup plus de difficultés qu'autre chose? Non, tout cela me paraît être une démarche menée sciemment pour, le cas échéant, disposer d'un parapluie qui malheureusement ne procure aucun avantage aux Togolais. Je pense que c'était une faute politique dont on aurait pu se passer. Il y a également, excusez-moi, il y a également l'article 59 de la limitation de mandat. C'est vrai que c'est un point qui était attendu par les Togolais, mais les Togolais attendaient que cet article aille beaucoup plus loin. Et vous savez, le régime vient de limiter le mandat à 2. Dans le mandat présidentiel limité à 2. Ça veut dire qu'ils ont adhéré au principe de limitation de mandat à 2. Mais si tel est le cas, pourquoi est-ce que le même régime se bat pour que le chef de l'État actuel, qui a déjà fait 3 mandats, puisse encore postuler à 2 autres mandats? C'est une incohérence et c'est un non-sens d'ailleurs. Donc on ne peut pas être partisan de la limitation de mandat à 2 et par ailleurs se battre pour que le chef de l'État en fasse 3, 4, voire 5. C'est là où ils évoquent la question de la rétroactivité. Je ne parle pas de rétroactivité ou pas, je parle du principe. À partir du moment où vous avez adhéré au principe de limitation, il n'y a plus lieu de vous battre pour aller au-delà de la propre limite que vous avez fixée. Donc c'est une question de bon sens également. Et là aussi, je pense que le problème se pose pas. Il appartiendrait justement au parti, en tout cas celui qui incarne cette institution, d'en décider en temps opportun. Oui, et vous avez parfaitement raison. Sauf que le législateur a une responsabilité. Quand il établit les lois, il doit prendre les dispositions pour que ce ne soit pas le bon vouloir des individus dans le pays qui donne l'orientation de la loi. La loi doit être faite de manière à ce que nul ne puisse en sortir. Et bon gré ou mal gré, on doit rester dans les limites de la loi. Donc aujourd'hui, ce qui est fait, je trouve que c'est ne pas tirer tout le bénéfice de la composition de cette assemblée-là pour produire le saut qualitatif qu'on aurait pu avoir. Et c'est bien dommage. De toute façon, cette question est quand même tranchée, n'est-ce pas? La question des réformes, notamment la limitation du mandat, c'est tranché quand même tout de même. Mais aujourd'hui, je dirais que l'autre point à souligner, c'est le rétablissement de l'élection présidentielle à 2 tours. Les 2 tours de... C'est un acquis, c'est un gain, c'est pour ça qu'on a lutté. C'est une avancée, et de mon point de vue, cet article-là, c'est une avancée. Et il faut simplement espérer qu'il reste en l'état pour ce point précis, et que, bon, tout ce qui n'a pas pu être fait puisse trouver moyen d'être corrigé comme les Togolais l'attendent. C'est ça. Et autre préoccupation, autre sujet brillant de l'heure, c'est les élections municipales. Longtemps prévues, longtemps reportées, et finalement c'est fixé au 30 juin prochain. Et vous n'y êtes pas, vous ne prenez pas part à ces élections. Oui. Raison? D'abord, je dirais que vous savez, quand dans nos cultures, les guerriers vont au combat, ils laissent toujours certains à la maison s'occuper des femmes et des enfants, surtout ceux en qui ils ont confiance. Nous nous considérons comme les gardiens du temple, nous veillons sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, ce sont les principes. Les principes que nous défendons aujourd'hui, c'est que le cœur d'une élection se trouve dans son fichier électoral. Il bat dans le fichier électoral. Et si le fichier électoral n'est pas fiable, l'élection perd tout son sens. Et malheureusement, aujourd'hui au Togo, la question du fichier électoral, le Parti des Togolais demeure intraitable là-dessus. Parce que si nous n'avons pas un fichier qui présente un minimum de caractéristiques qui répondent aux normes,
nous ne pouvons pas espérer avoir des résultats acceptés par tout le monde. Aujourd'hui, nous savons que le fichier électoral est très très mal conçu, et avec plus de 75% des Togolais qui n'ont pas d'acte de naissance. Et notre approche au Parti des Togolais, c'est que nous puissions avoir des audiences foraines organisées pour donner des actes de naissance aux Togolais. Que chaque Togolais puisse disposer d'un acte de naissance de manière à ce qu'il puisse faire une carte nationale d'identité. Et ce n'est qu'à partir de là que l'inscription sur la liste électorale peut présenter un minimum de caractères à accepter. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous estimons que l'élection qui rythme la vie démocratique ne présente pas les caractéristiques qui puissent amener à y participer. Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de transparence. Pour nous, ça n'a aucune espèce de valeur. Donc, nous ne sommes pas concernés par cette élection. Et pourtant, d'autres partis membres de la C14 comme vous, hier, ont appelé à aller se faire recenser et donc à prendre part à ces élections. Oui, nous avons des lectures sous des angles différents. Nous, au Parti des Togolais, nous partons du principe que le point que nous défendons depuis 2015, qui nous a amené à retirer notre candidat à l'élection présidentielle. Et c'est exactement ce qui s'est passé en décembre 2018 lorsque nous avons refusé de participer aux élections législatives. Pourquoi en 2015 nous faisons une analyse à partir des éléments qui existent et nous arrivons à une conclusion. En 2018, avec les mêmes éléments, nous faisons une analyse et nous arrivons aux mêmes conclusions. Pourquoi est-ce qu'en 2019, à partir des mêmes éléments, nous ferons des analyses et on arriverait à une conclusion différente? Je pense que pour le Parti des Togolais, l'essentiel, c'est de se battre sur les principes. Et aujourd'hui, le principe, c'est d'avoir un fichier électoral convenable, qui soit fiable et qui reflète la cartographie des électeurs. Et je ne pense pas que ce soit une fatalité que notre fichier électoral soit dans cet état lamentable. Tous les partis politiques que nous sommes, nous aspirons à avoir des résultats conformes à la réalité. Et donc, nous devrons nous battre et continuer de nous battre jusqu'à ce que nous obtenions un fichier qui soit fiable pour qu'on ait un minimum de critères acceptables. Je ne demande pas qu'il y ait la perfection de l'environnement électoral, mais il y a un minimum. Et ce minimum-là, le régime ne l'a pas encore donné, n'a pas encore cédé à ça. Il faut donc qu'on continue de se battre. Est-ce que ce n'est pas un rendez-vous manqué pour vous, que vous aurez peut-être à regretter après? Nous ne sommes pas en train de courir après les élections. Nous ne sommes pas en train de courir après un poste à obtenir. Nous ne sommes pas en train de courir après la gestion d'une commune ou de l'État. Nous sommes d'abord, avant tout, en train de nous battre pour que l'environnement politique togolais puisse permettre l'exercice de la politique de manière démocratique. Ça, c'est le principe fondamental. Mais une fois que nous aurons avancé, que toutes ces conditions soient réunies, forcément. Mais laquelle est déjà réunie? Laquelle est réunie pour les élections? Dites-moi, sur quel point électoral le régime a-t-il fait un effort d'amélioration? Aucun. Rien du tout. Zéro. Donc, il ne s'agit pas de dire on va laisser un boulevard au régime. Pour moi, ce qui est important, c'est que nous puissions asseoir les principes de base. S'il n'y a pas de principe, s'il n'y a pas de fondement à une chose, cette chose n'a pas de valeur. C'est pour ça que nous nous battons pour les fondations. Posons les fondations, ensuite on pourra mettre les briques sans aucune difficulté. Mais au Parti des Togolais, nous estimons que participer à une élection dans ces conditions, ça ne rime à rien du tout. Et donc, nous restons et nous demeurons gardiens du temple. Vos détracteurs pensent que vous n'avez pas de base électorale, hein? C'est ça qui justifie votre refus de participer à ces élections. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, je pense que ce sont des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Si ceux qui ont de très grandes bases, supposés l'avoir, gagnent les élections, moi je vais applaudir dès demain. C'est ce que nous demandons, qu'il puisse y avoir alternance, qu'il puisse y avoir une transformation du Togo. Mais j'estime que de manière électorale, les conditions actuelles ne permettent pas que nous puissions aboutir à un environnement qui permette la transformation du Togo. Vous êtes de formation politique, hein? Il y a le Parti des Togolais, il y a vous, et puis le PMP. Alors, vous vous êtes concerté ou bien c'est une décision que chacun a prise à son âme consciente de façon souveraine? Non, vous savez, le Parti des Togolais n'est pas à sa première décision de cette nature-là. Donc, nous demeurons simplement
cohérents dans notre démarche, dans notre réflexion, et nous restons intraitables sur des questions fondamentales. Et j'espère que tous les partis politiques, un jour, nous allons nous battre sur ce point-là jusqu'à obtention de résultats, parce que ce n'est pas la première fois que l'opposition participe à des élections. Mais cela n'a toujours rien changé dans la gestion, dans la gouvernance du pays. Donc, revenons aux fondamentaux. Oui, le fait de ne pas participer aussi donne le même résultat, parce qu'en réalité, quand on prend la configuration actuelle de l'Assemblée nationale... Donc, pourquoi participer alors? Pourquoi participer dans ce cas-là? Pourquoi dépenser de l'argent, de l'énergie, du temps et tout, et à participer à ça? Mettons ce temps, cette énergie, cet argent à travailler sur les fondamentaux. En tout cas, nous pensons qu'il faut renforcer les fondations. Il faut faire en sorte qu'on puisse avoir au Togo des citoyens togolais dotés d'actes de naissance, dotés de carte nationale d'identité. L'État aujourd'hui ne reconnaît pas la citoyenneté. On ne peut pas tout le temps rester en marche, n'est-ce pas, de mouvement et avoir cette... Ça ne vous intéresse pas, les 75% des Togolais qui n'ont pas d'acte de naissance? Ça ne vous préoccupe pas? Ça ne vous préoccupe pas que l'État ne reconnaisse pas la citoyenneté à tous ces millions de Togolais? Moi, ça me préoccupe grandement. Il y a un cadre idéal dans lequel il faut le dire. Je crois que ce sont ces communes, ce sont ces assemblées communales, ce sont ces institutions où justement la voix sera plus portée. Non, je suis désolé. Et quand le problème a une dimension nationale, cela relève de l'exécutif. C'est pour ça que dans tous les pays de la sous-région où le même problème s'est posé, on a mis en place les audiences foraines. Et l'État a permis que les choses se fassent pour chaque citoyen en baissant les coûts ou en annulant les coûts, en le faisant gratuitement sur une période donnée. On donne les actes de naissance, on donne le certificat de nationalité, on donne les cartes nationales d'identité et tous les citoyens togolais deviennent de vrais citoyens reconnus par l'État. Aujourd'hui, l'État ne reconnaît pas les Togolais comme étant leurs citoyens. Alors, le fait qu'il y a des témoins de villages, de quartiers qui assistent, n'est-ce pas, à l'enregistrement des électeurs, vous n'y avez pas confiance? Mais pourquoi est-ce que, justement, à chaque fois, il faut recommencer ces opérations? Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas une fois pour toutes dans les audiences foraines? C'est ça le rôle des audiences foraines. On appelle les témoins qui viennent attester et on délivre une fois pour toutes. Pourquoi ça doit être un éternel recommencement? Et vous savez que la question des actes de naissance et de carte nationale d'identité, ce sont des instruments de développement. Aujourd'hui, l'État a 25% des citoyens togolais qui sont reconnus comme des Togolais par l'État. Et les autres, ils ne peuvent même pas évoluer dans un environnement, je dirais, mondial. Ils ne peuvent pas aller à la banque. Le paysan qui est là-bas, qui n'a pas d'acte de naissance, qui n'a pas de carte nationale d'identité, ne peut même pas faire des opérations bancaires. On l'exclut du développement. Et on l'exclut sciemment du développement, simplement parce qu'il y a une interaction électorale quelque part. Je pense qu'il est temps que nous battions fermement et de manière forte pour que ces situations n'existent plus dans notre paysage. Et ce n'est pas aussi un travail que doivent faire les partis politiques, comme vous par exemple, dans la sensibilisation des parents, dès la naissance, de faire cette déclaration pour que l'enfant soit déjà doté d'une pièce d'identité permettant de le reconnaître comme citoyen togolais? Ça, c'est pour l'avenir, bien entendu. Mais tous ceux qui sont là aujourd'hui, toute cette masse de personnes, on parle de 75% qui sont là, ça fait des millions de personnes qui sont là et qui n'ont pas de pièce d'identité. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'État fait? Pourquoi l'État refuse de donner la citoyenneté aux Togolais? Je pense que ce sont des questions graves et fondamentales sur lesquelles on ne peut pas transiger. Il faut se battre, même si c'est difficile, même si l'État ne veut pas accepter, nous devons lui forcer la main, nous devons pousser à ce qu'on puisse arriver finalement à satisfaire ce droit naturel des citoyens qui est bafoué depuis si longtemps. Au-delà, quel est votre schéma au Parti des Togolais de solutions, de sortie de crise? Parce que la crise continue toujours. Si aujourd'hui encore, il y a des formations politiques comme la vôtre qui ne veulent pas prendre part aux échéances électorales, donc il y a toujours problème. Non, pourquoi est-ce que vous résumez tout à la participation aux échéances électorales? Je pense que les élections, ce sont une étape dans un long processus. Oui. Pourquoi est-ce que vous voulez escamoter toutes les étapes préalables et ne sauter que sur l'élection? Comme s'il n'y avait que ça qui vous intéresse. Au Parti des Togolais, ce n'est pas que ça qui nous intéresse. L'élection est une étape parmi tant d'autres.
commençons par le début. Et le début pour moi, c'est que l'État reconnaisse ses citoyens, que l'État donne l'acte de naissance. Et j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose de fondamental qui relève de l'existence même de chaque citoyen, de chaque individu au Togo. Donc, non, ne pas participer à une élection de cette nature-là n'est pas quelque chose qui nous dérange. C'est ça. Et ce qui nous dérange, c'est qu'on refuse que les conditions soient réunies pour que tout le monde puisse justement y participer. Donc, on aura encore le même scénario en 2020, une étape encore très cruciale dans l'histoire de notre pays. Oui, d'ici 2020, il y a encore quelques mois, il y a encore du travail à faire, il y a encore des combats à mener. Nous devons justement mener ces combats, organisés de manière mutualisée pour que nous ayons un minimum de conditions satisfaisantes qui soient réunies pour participer à ces échéances-là. Et la balle est dans le camp de tous les défenseurs de la liberté et de la démocratie, que ce soit les partis politiques, la société civile, la population, et tous ceux qui sont concernés par le Togo. Nous devons nous battre pour que les fondamentaux soient posés et consolidés. C'est ça. Actuellement, il y a un recensement en cours bis, quelques 3 jours encore, et on rencontre beaucoup de difficultés, d'après les témoignages dans les centres de recensement. Et déjà, des voix s'élèvent pour demander un prolongement de ces opérations. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je ne ferai pas de commentaires parce que nous avons dit que nous ne sommes pas concernés par cela. La seule chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est que l'inscription sur les listes électorales au Parti des Togolais, nous avons toujours dit que ça devrait être fait sur la base d'une biométrie intégrale. Oui. C'est-à-dire que on doit encore renforcer la sécurité de cette inscription pour que les risques de fraude soient minimisés autant que possible. Aujourd'hui, on fait l'inscription avec 2 doigts simplement, comme empreinte digitale. Nous demandons à ce qu'on puisse faire les inscriptions sur la base des 10 doigts. Ça renforce la sécurité et ça empêche les fraudes. Si le régime ne veut pas y accéder, c'est bien parce qu'il y a là matière à fraude. Nous devons donc continuer de nous battre. C'est sur ça que je voudrais insister par rapport à l'inscription sur la liste électorale. Et puis, j'ai entendu dire que la lenteur pourrait provenir du fait que au moment de l'enregistrement, on vérifie dans un système central si la personne n'est pas encore enregistrée. Je pense que c'est véritablement techniquement un faux problème pour embrouiller les gens. Et on peut parfaitement faire un contrôle de manière locale sans faire des consultations à travers le réseau. Donc, c'est pour des raisons de fiabilité aussi, monsieur. Oui, mais ce dont je parle, c'est ça la fiabilité. Ce dont je parle, c'est ça la fiabilité et c'est ça qui permet... Vérifier si déjà la personne n'est pas enregistrée dans la base des données. Mais on peut le faire. Je dis qu'on peut le faire sans nécessairement aller consulter un système qui se trouve très loin. On peut le faire tout à fait localement. Donc, techniquement, ce n'est pas ça le problème. Mais visiblement, on fait les choses pour que l'opposition soit en difficulté. Bon. Mais je pense que ceux qui participent... Et ça vous donne raison. Ceux qui participent ont beaucoup plus d'éléments d'appréciation parce qu'ils y sont, nous on n'y est pas. Donc moi je ne peux dire que... Oui, mais ça ne fait que confirmer justement votre position, c'est ça, non? Ben, c'est vous qui le dites. Autre préoccupation, peut-être dernier de cet entretien, c'est la question sécuritaire. Depuis un temps, on en parle de plus en plus, ces terroristes djihadistes qui sont à nos portes. Première question, est-ce que la menace est aussi réelle que ça, qu'on le dise? Parce que sur nos réseaux sociaux, on a eu pas mal d'informations ces derniers jours, nous demandant même d'éviter la fréquentation de certains endroits. C'est vrai qu'il ne faut pas rentrer dans une psychose qui n'a pas de raison d'être. Tout à fait, oui. Il faut absolument éviter ça. Mais c'est tout aussi vrai que on observe une progression des groupes terroristes depuis le Sahel, c'est arrivé au Niger, c'est depuis le démantèlement d'ailleurs de la Libye, c'est arrivé au Niger, c'est arrivé au Mali, c'est arrivé au Burkina, c'est arrivé en Côte d'Ivoire. Et maintenant, le 1er mai, c'est arrivé au Bénin. Et on a entendu parler de choses au nord du Ghana. Et pourquoi est-ce que vous pensez que tous ces pays
seront affectés, que le Togo devienne un îlot isolé où aucune menace de ce type ne puisse se produire. Bien sûr que la menace, elle est réelle. Bien sûr que la menace n'est plus à nos portes, mais elle est sur notre territoire. Donc, il est de la responsabilité de tout le monde, et à commencer par les forces de sécurité et de défense, et d'ailleurs que je salue au passage parce que la menace a été prise au sérieux et les efforts sont faits pour sécuriser autant que faire se peut les frontières. Mais il faut aller au-delà parce que tout le monde sait que dans la stratégie de combat contre le terrorisme et comme contre tous les fléaux de cette nature, le rôle de la population est majeur. Et le rôle de collecte d'informations par la population est majeur. Donc, il est important que les citoyens togolais soient de bons relais pour les forces de sécurité et de défense. Et c'est pour cela que nous interpellons également nos forces de sécurité et de défense pour qu'elles puissent créer les conditions qui rassurent les populations et qui permettent aux populations d'être spontanément disponibles à contribuer à cette lutte-là. Aujourd'hui, il y a encore du travail à faire de ce côté-là et nous exhortons tout le monde à travailler dans ce sens. Est-ce que nous avons le moyen de faire barrage? Parce que on a vu, c'est une guerre asymétrique, comme on le dit. Est-ce que le Togo a les moyens, soit pour prendre des dispositions adéquates afin d'éviter ce genre d'actes? Je pense que la première chose qui constitue le frein à la progression du terrorisme, c'est le niveau de, je dirais, d'épanouissement des individus et de la société. Et il faut enlever au terrorisme le terreau qui puisse permettre sa progression, c'est-à-dire que les gens ne soient pas dans des conditions de vie qui permettent de les exploiter facilement à des fins qui ne sont pas ce que les populations souhaitent, ce que la population souhaite. Donc, il faut améliorer leur cadre de vie, leurs conditions de vie. Il faut sortir de la pauvreté, de l'extrême pauvreté. Il faut renforcer la sensibilisation, la formation des gens. Tout ça sont des facteurs de contribution à résister, à faire face à la progression du terrorisme. Et c'est le rôle principal de l'État. L'État est le principal acteur qui doit mettre en place toutes ces conditions-là. Et l'aspect développement est aussi crucial dans toutes ces situations. Vous savez, les pays occidentaux, les pays développés n'échappent pas au terrorisme. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais si vous voyez les proportions dans lesquelles ça se passe dans nos pays et que ça se passe en Occident, c'est complètement différent. Chez nous, l'environnement est tel que la progression de cette groupe terroriste est très rapide. Ils se répandent partout, ils descendent partout et ils s'installent durablement. C'est contre ça qu'il faut lutter. Il faut que les populations ne soient pas amenées à porter leur contribution, leur soutien à ces groupes-là, ne se laissent pas séduire. Et pour cela, il faut qu'on renforce leur capacité à s'opposer, leur capacité à résister et finalement leur capacité à être des relais utiles pour les forces de sécurité et de défense. Alors, ce qui embarrasse, ce qui inquiète, c'est le mode opératoire. Maintenant, c'est dans nos églises, c'est dans nos mosquées, c'est tout d'abord comme créant de la communauté. Alors, est-ce que chez nous, voyons ce qui s'est passé par exemple au Burkina la semaine dernière, est-ce que chez nous, il y a un terrain favorable à cela aussi, ou bien est-ce qu'on peut endiguer le phénomène? Ma foi, les pays sont sous la même menace. Dans notre sous-région, les pays sont tous sous la même menace. Maintenant, je pense que c'est la manière dont chaque pays aborde cette problématique-là qui pourra faire la différence. Sinon, ces groupes terroristes ne respectent aucune frontière et ne respectent aucun État. Donc, nous, au Togo, nous devons d'abord anticiper toutes ces choses-là. Nous devons être prévoyants et permettre à la population, aux forces de sécurité, qu'on doit doter de moyens adaptés à cette nouvelle forme de menace extérieure, mais également intérieure, parce qu'une fois que le terrorisme vient, ça puise des ressources à l'intérieur du pays également. Donc il faut que les forces de sécurité et de défense soient outillées
adéquatement pour faire face à ces nouvelles menaces. Ça constitue un autre danger pour la protection des droits humains, parce que j'ai entendu dire, certains analystes pensent que, au nom justement de la lutte contre le terrorisme, on peut encore durcir les libertés individuelles. Non, je pense que ça n'a jamais été la meilleure solution. Le tout sécuritaire n'est pas la solution contre le terrorisme. Je le soulignais tout à l'heure, il y a d'autres facettes de cette lutte-là qui malheureusement sont moins prises en compte. Et c'est pour cela aussi que ce terrorisme s'enracine dans un certain nombre de pays, parce que les facteurs de contribution à la progression sont toujours là. Il faut résoudre les problèmes à leur racine. Et il faut donner de l'emploi aux gens, il faut former les gens sur la citoyenneté. On en parlait tout à l'heure, les Togolais n'ont même pas de carte nationale d'identité. Il faut les former sur la citoyenneté, sur le patriotisme, sur la notion de défendre la nation quand elle est exposée à une menace. Tout cela est lié. Donc vous ne pouvez pas d'un côté priver les gens d'actes de naissance et de carte nationale d'identité et de l'autre côté leur demander de se comporter en nationaux qui défendent la nation et qui ont du patriotisme. Ça n'a pas de sens. Donc vous voyez que le fait de refuser ce qu'on pourrait penser comme l'élément simple d'acte de naissance qu'on empêche quelqu'un d'avoir, eh bien, la conséquence, ça peut être derrière, mais moi, je ne me sens pas togolais parce que je n'ai pas de carte nationale d'identité. Pourquoi je vais me battre pour le Togo? Donc, quand on soulève ces problèmes-là, ce n'est pas de la politique que nous faisons, mais nous apportons des éléments qui contribuent à l'essence même de notre existence commune, à des notions qui sont le ciment de la nation. Et c'est en se sentant participer et appartenir à une communauté nationale, eh bien, cette participation n'est fondée que sur la détention d'une carte nationale d'identité. Les Togolais qui ne l'ont pas, ils sont Togolais, ils se sentent Togolais, mais en réalité, ils ne sont pas Togolais. Oui, parce que parfois, au nom de cette lutte, on peut procéder à des contrôles de pièces d'identité. Oui, mais je pense que ce sont des choses qui n'ont pas de sens dans nos pays. C'est vrai que c'est le rôle régalien de l'État de faire des contrôles d'identité lorsque cela s'impose. Mais vous voyez les scènes qui se passent sur les routes quand les gens en voyage, on arrête les cars, on descend tout le monde et 70%, 75% des gens, dans ce cas, ils n'ont pas de carte nationale d'identité, on les amène pour des contrôles et ça perturbe la vie des gens. Et ceux qui font cette route-là tous les jours, eh bien, à chaque fois qu'il y a contrôle, ils tomberont sur les mêmes situations. Donc, vous voyez que en refusant de donner la carte nationale d'identité aux Togolais, il y a d'autres problèmes sous-jacents, tels que la lutte contre le terrorisme. Donc, est-ce que nous sommes dans une situation où nous devons penser que le régime ne veut pas efficacement lutter contre le terrorisme? Ne pas donner de carte nationale d'identité, ça veut dire que vous refusez de lutter efficacement contre le terrorisme. Ce sont des questions qu'on peut être légitimement amené à se poser. Le régime doit revoir sa copie et savoir qu'il y a des actes fondamentaux qui doivent être posés pour consolider la nation, pour être efficace dans tout ce qui peut représenter une menace pour le Togo. C'est ça. Votre préoccupation, si vous le voulez, on va sortir un peu du pays, visiter le Bénin à côté. On a vu les élections législatives le 28 avril dernier dans ce pays aussi, avec cette nouvelle assemblée aussi tout acquise, soit à Patrice Talon, le président. L'assemblée a été installée ce jeudi. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et pourtant, le Bénin était cité comme modèle de démocratie dans la sous-région ouest-africaine. Moi, je note qu'au Bénin, on voit deux anciens chefs d'État qui sont dans l'adversité et qui sont dans la lutte pour la démocratie. Et ce sont des signaux très forts. Et je pense que c'est hier, si je ne m'abuse, le président Soglo qui fait un peu le tour d'un certain nombre de chefs d'État. Il a été reçu par le président Sassou Nguesso pour discuter de tous ces problèmes-là. Donc, oui, le Bénin a la possibilité aujourd'hui de porter sa voix à l'extérieur du Bénin pour défendre un peu ce qui est l'objet de préoccupation. Et sans rentrer dans le détail intérieur de ce qui se passe là-bas, mais vu de l'extérieur, voilà les choses que nous sommes en train d'observer. Au Togo,
est-ce que nous avons aujourd'hui des personnalités que l'opposition a la capacité, la possibilité d'aller rencontrer ces chefs d'État sans qu'on leur ferme la porte pour exposer l'objet des préoccupations des Togolais. Nous devons travailler à cela et ce sont des dimensions que nous devons consolider, que nous devons développer pour que comme nos frères béninois, ce n'est pas à l'intérieur du pays simplement que tout se résout. Et à l'intérieur du pays, bien entendu, mais également à l'extérieur, parce que des voies extérieures peuvent contribuer à l'amélioration des choses à l'intérieur du pays. Dans l'opposition togolaise, dans tous les acteurs de la lutte pour la démocratie, nous devons donner une importance à cette dimension, je dirais, diplomatique. Mais l'opposition togolaise aussi voyage beaucoup à la rencontre, n'est-ce pas, de l'extérieur. On se rappelle, n'est-ce pas, de ces voyages qu'il avait fait au sein de la coalition auprès des chefs d'État de la sous-région et d'ailleurs pour la résolution de la crise togolaise. C'est visiblement insuffisant. Il faut faire davantage. Il faut renforcer cela. Il faut créer la crédibilité, renforcer notre crédibilité, notre capacité à diriger un pays. Il faut renforcer de l'opposition, c'est ça? Pas de la crédibilité de l'opposition. Il faut renforcer cela. Il faut qu'on soit beaucoup plus actifs. Il faut renforcer. Il faut que nous soyons beaucoup plus actifs sur le plan diplomatique pour aller expliquer, pour que les gens nous connaissent en tant qu'individus. Parce que nous sommes porteurs d'idées, nous sommes porteurs de projets, nous sommes porteurs d'ambitions pour nos pays. Il faut que ceux qui seront demain nos pères puissent savoir qui nous sommes, notre mode de pensée, ce à quoi nous aspirons. Je pense que ce travail, même s'il a été initié, il est encore à un niveau relativement modeste. Il faut renforcer, développer et aller encore de l'avant. Ça aussi, ce sont des choses que nous devons prendre en compte au même titre que les actions intérieures que nous avons commencé à mener. Il y a des mouvements dans certains pays aujourd'hui, c'est le Soudan et l'Algérie qui sont à la une avec cette lutte. Est-ce que vous en tirez le son dans votre position? Parce qu'on a vu au Soudan ce qui s'est passé. Au Soudan, c'est à Khartoum, devant le quartier général de l'armée que le post-show de la consultation a lieu. En Algérie, on a vu comment se sont comportés les forces de sécurité dans l'accompagnement des manifestations. Est-ce que vous, opposition togolaise, vous en tirez le son de tous ces soubresauts ici et là, peut-être pour une meilleure organisation de vos mouvements de lutte et de réclamation de revendications? Il est aussi très clair que les forces de sécurité et de défense sont dans un pays toujours le dernier recours. Lorsqu'il y a de fortes agitations, lorsqu'il y a un risque de déstabilisation, lorsque les choses ne sont plus dans un fonctionnement normal, le dernier recours demeure l'armée, parce que les forces de sécurité et de défense sont les seules qui sont dotées de la force légitime. Et dans tous les pays du monde, c'est comme ça que ça se passe. Et lorsque le général de Gaulle est venu au pouvoir en France, c'était exactement une situation similaire où l'armée est intervenue pour jouer également son rôle. En Turquie, on l'a vu, l'armée intervient pour rétablir un certain nombre de choses. Dans les pays que vous venez de citer, les forces de sécurité et de défense ont joué également ce rôle-là. Eh bien, le Togo, pour le moment, n'est pas encore arrivé à cela, et peut-être parce que nos forces de sécurité et de défense n'ont-elles pas encore considéré que le pays est suffisamment sous une menace pour intervenir. Mais nous devons justement, dans l'opposition, dans les organisations de la société civile et tous les acteurs qui se battent, nous devons expliquer davantage, nous devons faire preuve de pédagogie, nous devons être ouverts pour ne pas nous enfermer sur nous-mêmes, on doit être ouverts et partager les mêmes aspirations. Quand nous y arriverons, je pense que les solutions aux problèmes togolais viendront tout à fait naturellement. Mais nous ne devons pas forcer les choses, il faut les amener à se produire de la manière la plus normale possible. Et l'arme principale qu'on a toujours utilisée chez nous au Togo pour ces revendications, c'est la rue. Donc depuis un temps, il y a une accalmie. Est-ce que ça veut dire que vous avez remarqué l'échec, ou en tout cas le moindre résultat de ces manifestations de rue? Il n'y a jamais d'échec dans, je dirais,
la mobilisation populaire. Et je parlais de la France tout à l'heure, le départ du général de Gaulle, c'est mai 68 qui a produit ça. Ce sont les jeunes qui sont sortis dans la rue. Et un an après, il est parti parce qu'il a perdu son référendum. Donc, il n'y a jamais d'échec pour un peuple qui veut obtenir quelque chose. On peut très bien passer une étape ou ne pas avoir le résultat immédiat, mais le lendemain, la fois d'après, le peuple est encore dans la rue et il finit toujours par obtenir ce qu'il veut. Et il finira au Togo aussi par obtenir ce qu'il veut. Mais c'est vrai que nous qui sommes des responsables politiques, nous devons tirer des enseignements de ce qui n'a pas permis d'obtenir dans l'immédiat ce que le peuple recherche, c'est-à-dire qu'il y a l'instrument de mobilisation, mais oui. Au Togo, nous avons largement exprimé le fait que le seul instrument de mobilisation n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Je parlais tout à l'heure de la dimension diplomatique. Ça aussi, c'est un facteur à prendre en considération. Il y a également d'autres choses à prendre en considération pour que, alliés à l'instrument mobilisation, on puisse obtenir des résultats. Mais en dehors de ça, ce sera plus difficile. C'est ça. Non, mais c'est parce que parfois on a l'impression qu'il y a une certaine lassitude, n'est-ce pas, une certaine lassitude qui s'empare de la population lorsqu'on tire trop sur cette mobilisation-là. Bah, le mot lassitude, c'est un mot qu'on entendait avant août 2017. Moi, je me rappelle, après l'élection présidentielle de 2015, tout le monde disait que ça y est, le peuple est fatigué, il est là, il n'en veut plus, etc. Et puis après, quand les conditions se sont présentées, le peuple togolais est descendu dans les rues massivement. Donc, un peuple qui aspire à la liberté ou à la démocratie n'est jamais fatigué. Il peut y avoir, c'est vrai, des moments où l'activité est moins intense. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Mais fondamentalement, tant que les gens courent après la liberté, tant que les gens sont à la recherche de plus de démocratie, ils sont toujours prêts à se battre pour cela. L'essentiel, c'est que ceux qui ont la responsabilité, ou plutôt ceux qui se sont donné la responsabilité d'être au devant de cette lutte-là, nous devons prendre en compte tous les facteurs contributifs à l'atteinte des résultats. Nous avons jusqu'à présent été un peu partiels dans la prise en compte des facteurs. Il faut le faire maintenant dans la globalité et espérer avoir plus d'efficacité pour des résultats. Oui, parce que parfois aussi, ce sont ceux qui incarnent cette lutte au nom du peuple qui ne font pas le bon pas. Parce que quand on voit ce qui s'est passé en Algérie, c'est le peuple, sans l'idée au départ. Même chose aussi au Soudan. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que vous constituez parfois aussi une entorse, un obstacle à cette mobilisation populaire? À la mobilisation populaire, non, parce que la mobilisation au Togo a été très forte. Donc, certainement pas un obstacle à la mobilisation. Mais je souligne que vous avez parfaitement raison que dans le cas de révolution populaire, parce que tous les exemples que vous avez cités, ce sont des révolutions populaires. Dans le cadre de révolutions populaires, ce ne sont pas les partis politiques. C'est un mouvement, je dirais, populaire qui se met en place, souvent déclenché par des événements anodins et spontanément, les choses se font. Le Togo n'a pas connu ce type de situation. Donc, à chaque fois qu'un parti politique ou les partis politiques sont au devant des choses et conduisent les choses, eh bien, ça se fait dans un cadre politique et non dans un cadre de révolution. C'est ça. Bien, merci, M. Nathan Olympio. Nous sommes en fin d'entretien. Que dit un dernier message? Alors, je dirais simplement que le Parti des Togolais demeure de manière intraitable sur les questions relevant de la fiabilité du fichier électoral pour tout ce qui concerne les opérations d'élection. Parce que, je le répète, le cœur d'une élection bat à l'intérieur de son fichier électoral. Et donc, nous devons nous battre pour que les Togolais aient leur acte de naissance, leur carte nationale d'identité, avant de s'inscrire sur les listes électorales, dont les caractéristiques seront grandement améliorées par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, où plus de 75% des Togolais n'ont pas de pièce d'identité. C'est tout. Merci. Avec espoir que ces conditions seront améliorées, n'est-ce pas? Il faut se battre pour. Et qu'on vous retrouve en 2020, comme on dit. Eh bien, c'est dans quelques temps. Bien, merci à mes téléspectateurs pour ce temps passé avec nous. Il était question de décryptage de l'actualité avec deux points principaux, à savoir la révision constitutionnelle et les élections municipales
de 30 juin. M. Nathan Lupio du Parti des Togolais était mon invité. Merci à vous et au retour la semaine prochaine pour d'autres réflexions. À très bientôt.